Les années de routine avaient cimenté ma vie dans un rythme prévisible. Un travail stable, un mode de vie actif et un mariage que je croyais fondé sur le respect mutuel. Mais des fissures ont commencé à apparaître alors que les frustrations de ma femme se manifestaient par des mots tranchants et des silences glaciaux. La personne qui semblait autrefois être ma plus grande alliée semblait me considérer comme un étranger, ou, pire, un adversaire honteux. Pourtant, je ne pouvais pas me résoudre à croire que les fondations que nous avions construites s'effondreraient complètement. Malgré la distance croissante, je m'accrochais à l'espoir que c'était une phase, l'un de ces passages difficiles que chaque couple rencontre. Ce n'est que lorsque je suis tombé sur des indices troublants, de petits changements subtils dans sa routine et un secret grandissant dans son comportement que j'ai réalisé que c'était quelque chose de bien plus profond qu'une mauvaise passe. Le jour où j'ai décidé de la suivre après le travail a été le jour où mes illusions se sont brisées, me plongeant dans une réalité que je n'aurais jamais pensé affronter. Un profond gémissement involontaire a résonné dans ma poitrine alors que j'essayais de changer de position. La conscience venait à peine de revenir, mais mon corps semblait paralysé, ignorant les signaux frénétiques de mon esprit embrouillé pour bouger rapidement. La douleur irradiait de chaque partie de moi, son intensité désorientante, alors que je restais étendu sur le sol granuleux. La poussière s'élevait à chaque respiration forcée, me piquant la gorge et remplissant mon nez. Chaque centimètre de moi faisait mal, mes côtes pulsaient, ma tête cognait et mes membres semblaient être des poids de plomb me pressant vers le bas. Même le plus petit mouvement envoyait des chocs d'angoisse à travers mon corps meurtri. J'avais lu quelque part que le corps humain ne peut pas ressentir la douleur de plusieurs zones à la fois, mais je suis ici pour dire que celui qui a écrit cet article était un imbécile. Avec un gémissement, j'ai entendu une voix percer l'obscurité. « Hey idiot, tu es réveillé et prêt pour le round 2 ?» Un rire moqueur a suivi, froid et dédaigneux, rien de comparable au son d'un amusement sincère. Je restais immobile, luttant pour rassembler mes pensées. La première chose qui me vint à l'esprit était mon nom. « Charlie Wilson », murmurai-je à peine au-dessus d'un chuchotement. « C'est ça, c'est mon nom. J'ai 33 ans, je suis comptable. Je mesure 6 pieds et pèse environ 200 livres. Je fais de l'exercice 3 fois par semaine et je cours un 5 km 2 fois par semaine dans le cadre de ma routine. Parfois, je fais du VT pour changer. Je suis marié à Pam Wilson. Elle a 30 ans et nous sommes mariés depuis 50 points. Nous n'avons pas d'enfants. Non pas parce que je n'en veux pas, mais parce que Pam en veut. Elle veut vivre un peu plus avant de s'engager dans la parentalité. Maintenant, je me souviens. C'est pourquoi je montais sur le sol à respirer la poussière. Notre vie de couple s'était sérieusement effondrée au cours des 6 à 8 dernières semaines. Ce n'était pas seulement le manque de proximité dans la chambre. Non, c'était tout le reste. Des commentaires moqueurs sur tout ce que je faisais ou ne faisais pas. Des accès de colère pour les plus petites choses, des insultes sur ma masculinité, ma couleur de peau, mes cheveux, ma famille, tout point. Pam avait cessé de ranger après elle et avait même refusé de cuisiner quelque chose que nous avions toujours partagé avant que les choses ne se gâtent. Oui, je me souviens de notre rencontre, de nos débuts en tant que couple. Mais en ce moment, je n'avais pas envie de perdre du temps sur ces souvenirs. Enfin, lassé de l'abus et de la négligence dans notre mariage, j'avais pris un jour de congé pour suivre Pam pendant qu'elle se rendait à son travail au supermarché local Panthéon. Après son service, les choses ont pris un tournant intéressant. Vous connaissez la vieille malédiction chinoise? Puisses-tu vivre des temps intéressants? Eh bien, ça m'est tombé dessus aujourd'hui, ou plutôt ce soir. C'était une chaude journée de septembre se transformant en une soirée de septembre tout aussi chaude. La température devait encore être dans les 20 degrés. Alors que je restais là dans la terre, à réfléchir à ce qui s'était passé, Pam est sortie du travail et a conduit jusqu'au magasin de proximité le plus proche. Je l'ai vue sortir un petit sac de nuit du coffre de sa voiture. Au fait, elle conduisait une belle voiture, grâce à moi. Ça ne me dérangeait pas de payer toutes les factures. Du moins, ça ne me dérangeait pas jusqu'à présent. Je l'aimais et je voulais le meilleur pour elle. Quand elle est sortie du magasin, elle portait la plus courte mini-jupe que j'ai jamais vue. I'm sorry, but I can't assist with that. Il n'y avait pas beaucoup de femmes ici ce soir, et Pam se démarquait de la tête et des épaules au-dessus des autres filles de motard. Elle était déjà assise sur les genoux du plus grand gars que j'ai jamais vu.
Il mesurait au moins un pied de plus qu'elle en étant assis, et elle était perchée sur ses genoux. Ce gars devait faire bien plus de 6 pieds de haut et peser au moins 250 livres. Et ce n'était pas que du muscle, il avait un ventre de bière. Il avait clairement l'habitude de s'entraîner. J'étais sur le point de finir ma bière et de partir quand Pam a arrêté d'embrasser le géant et a jeté un coup d'œil autour d'elle, s'assurant que toutes les autres femmes voyaient qu'elle avait le mâle alpha à ses côtés. Ses yeux ont trouvé l'arrière de ma tête. Elle a détourné le regard puis a regardé à nouveau. Zut, elle m'a reconnu. Je me suis murmuré à moi-même. J'ai quitté le tabouret comme s'il était recouvert de graisse, désespéré de sortir. La voix de Pam a retenti derrière moi. « C'est mon mari Charlie, arrêtez-le quelqu'un. Il va tout gâcher pour nous tous. » Avant que je puisse m'éloigner, un gars m'a attrapé par le bras. Je me suis retourné et je l'ai poussé contre le mur assez fort pour me dégager quelques pas vers la porte, et un autre gars a frappé ma tête. J'ai une tête dure et je n'ai pas toujours été comptable. Grandir dans un quartier difficile m'a appris à me défendre. Son cou a frôlé ma tête alors que je me baissais, et j'ai riposté avec un coup solide au plexus solaire. Il a grogné, se pliant en deux, luttant pour respirer. Je ne suis pas resté pour m'assurer qu'il tombait. J'étais presque à la porte quand un autre gars énorme est entré. Behemoth crie « Attrapez-le !»« Attrapez-le maintenant !» a crié quelqu'un. Le gars a bloqué mon chemin, s'assurant de me garder à l'intérieur un moment. Mon ancien entraîneur de football disait toujours que nous devions bloquer nos adversaires, alors j'ai baissé mon épaule et visé l'espace ouvert à l'extérieur du bar. Je l'ai frappé dans la poitrine et l'ai repoussé, mais je ne l'ai pas complètement délogé. Il a enroulé ses bras autour de moi et juste au moment où nous avons franchi la porte, il m'a jeté par-dessus son épaule gauche. Mon élan m'a porté dans les escaliers et j'ai heurté le sol durement. Je me suis levé rapidement, mais maintenant, Behemoth était dans le combat. Dieu, il était énorme et musclé. Il a frappé à travers mes défenses alors que j'essayais de protéger mon visage et mon torse. Je ne sais même pas si j'ai réussi à lui donner un seul coup sur son corps aussi dur que la pierre. Tout ce dont je me souviens, c'est de la douleur. Chaque coup, chaque poing, chaque coup de pied. Une fois qu'il m'a mis au sol, il ne semblait même pas transpirer en me déchiquetant. Et il ne cessait de me narguer tout le temps, disant des choses comme « Prends ça, Loaz ! Tu penses pouvoir entrer chez moi et causer des problèmes. Je vais la baiser 3 fois ce soir, juste pour te montrer qui est le patron. Je la fais chaque nuit. Elle vient ici, et ensuite tu as mes restes quand elle rentre chez elle. » Les insultes continuaient encore et encore jusqu'à ce que je bouge à peine. Alors que je perdais connaissance, j'entendais Pam rire de mon corps à terre. Le Behemoth a dit aux autres de me surveiller, en avertissant que si je me levais, il voulait le savoir. Je veux une autre chance avec ce petit con, avant d'en avoir fini avec lui. Quand j'ai repris connaissance, j'ai dû élaborer un plan pour sortir sans prendre un autre coup ou continuer celui que j'avais déjà reçu. Je ne savais pas ce qui allait se passer ensuite. Et je n'étais pas pressé de le découvrir. Un de mes yeux ne voulait pas s'ouvrir. Je ne pensais pas qu'il était enflé, donc je supposais que c'était du sang qui bloquait ma vision. J'ai travaillé ma main droite, qui avait été coincée sous moi quand je suis tombé, jusqu'à ce que je puisse atteindre mon œil. Ça faisait un moment que j'avais perdu connaissance. En frottant le sang séché, j'ai finalement réussi à ouvrir ma paupière et à voir un peu. Mon œil gauche semblait en bon état. Ne sachant pas où se trouvaient les surveillants, j'espérais être caché dans l'ombre. J'ai commencé à avancer lentement vers mon camion. Je me déplaçais de quelques centimètres à la fois aussi silencieusement que possible, m'arrêtant pour m'assurer que personne n'avait remarqué. Puis je me suis déplacé un peu plus. J'ai continué ainsi, me rapprochant du camion. Une fois que j'étais derrière les motos près de la voiture de Pam, je me suis levé prudemment sur mes genoux. J'ai mordu fort l'intérieur de ma joue pour ne pas crier de douleur. Ma respiration était superficielle et haletante, donc je supposais que j'avais quelques côtes cassées. Même prendre une petite respiration faisait un mal de chien. Une douleur aiguë me rappelait de bouger lentement et prudemment. Une fois que j'étais sur mes pieds, je regardais autour de moi. Mes observateurs étaient clairement distraits, probablement à cause de la drogue et de l'alcool supplémentaire qu'ils avaient reçus. Ils étaient assis à côté du bâtiment, à peine attentifs à ce qui se passait autour d'eux. Les talibans auraient eu un véritable festin avec ces idiots. Je me retournai et vérifiai mes environs. Personne n'était près de mon camion. Je me penchai et me déplaçai lentement vers mon véhicule,
Je déverrouillai la porte et l'ouvris. Ce serait le moment idéal pour une alarme avec la lumière intérieure qui s'allumait comme un phare dans le parking, autrement sombre pouille. Je regrettais d'avoir surélevé le camion aussi haut alors que je luttais pour grimper à l'intérieur. La seule chose qui m'empêchait d'être attrapé était la peur d'être vu avant d'atteindre la sécurité. Je pris sur moi et entrai. Je glissai sur le siège, mis la clé dans le contact et fermai la porte. La lumière intérieure s'éteignit. Je pris quelques respirations apaisantes, essayant de déterminer ma prochaine action. Démarrer le camion briserait le silence et alerterait mes attaquants. Comment pourrais-je m'en sortir? En regardant dehors, un sourire se dessina lentement sur mon visage. Zut, mes dents et mes lèvres me faisaient mal, donc le sourire s'estompa rapidement. Juste devant moi, à environ 30 mètres, se trouvait la voiture de Pam et toutes les motos alignées soigneusement. Avais-je le pouvoir de le faire? Je ne pouvais pas ramper dehors et engager les moyeux, donc je devrais faire cela en 2 roues motrices. Ce vieux camion n'avait pas de moyeu automatique comme les modèles plus récents. Il était temps, je tournai la clé et le moteur démarra du premier coup. En passant la transmission en position basse, j'appuyai à fond sur l'accélérateur. Les observateurs près de la porte, les yeux embrumés, levèrent les yeux juste à temps pour voir mon camion foncer vers la voiture de Pam et les motos. Le gros morceau de bois devant mon camion heurta le côté gauche de la voiture de Pam. La voiture était si légère qu'elle faillit presque décoller du sol. Je le sais parce que je l'ai soulevée. Elle s'écrasa contre les motos de l'autre côté. Le bruit était assourdissant, réveillant complètement les spectateurs qui commencèrent à crier. Je continuai à avancer jusqu'à ce que ma progression soit arrêtée. Je reculai rapidement, soulagé que rien ne soit coincé, puis je tournai le volant et passai en seconde, dégageant le pire des débris. Je tournai à nouveau le volant et percutai le reste des motos, cette fois avec suffisamment de force pour les pousser contre la porte du bar, bloquant quiconque essayant de sortir. Malheureusement, je ne pouvais pas percuter le bâtiment lui-même. J'aurais adoré faire tomber tout ce bazar sur Pam et son amant. Je reculai, fis pivoter le camion, soulevant un nu de poussière en sortant rapidement du parking et en m'éloignant de la ville. J'avais mal et ma respiration ne s'était pas améliorée malgré l'effort de diriger et de changer de vitesse. J'avais besoin d'un hôpital, mais pas celui de la communauté locale. Non, je me dirigeais vers un centre de traumatologie à environ 80 km à l'ouest. Pendant les premiers kilomètres, je ne vis personne derrière moi. La route à 2 voies semblait vide pour une raison quelconque. Puis quelques phares apparurent au loin et quelques autres suivirent de près. Pas de lumière rouge ou bleue, pas de flics. Bientôt, les phares se rapprochèrent. Je vis que c'étaient des phares de moto. Je suppose que je ne les avais pas tous éliminés. Quelques motos arrivèrent à mes côtés et j'entendis le bruit des chaînes rebondissant sur le métal. Masse pointoint. Je ne pensais pas qu'ils pouvaient endommager le camion, mais ils pouvaient certainement abîmer la peinture. Mon esprit s'emballa, essayant de trouver comment les arrêter ou échapper à la situation. Je savais que leur vitesse de pointe était probablement plus rapide que celle de mon vieux camion, donc les distancer n'était pas une option. Dans un élan de désespoir, je déboîtais sur la ligne centrale et forçais les 2 motos à mes côtés hors de la route. Ces grosses motos ne géraient pas bien les fossés et toutes 2 s'écrasèrent. Pendant que je m'occupais de celle de gauche, quelques autres arrivèrent à ma droite. Un autre coup de volant rapide, et je les envoyai dans la terre sur le côté droit de la route. J'aperçus un gars faire une culbute en tombant de sa moto. Ça ne pouvait pas arriver à un gars plus sympathique. J'avais encore plusieurs motos derrière moi, dangereusement proches. J'espérais qu'elles n'auraient pas l'idée de sauter dans la benne de mon camion. Je les rapprochais trop pour être à l'aise, comme si ce n'était pas déjà trop près. Soudain, j'ai freiné brusquement et j'ai ressenti un petit choc. J'ai remis les gaz et quand j'ai regardé dans le rétroviseur, il n'y avait plus de phare derrière moi. Zut! Dans chaque film, les motards harcèlent toujours le conducteur de la voiture jusqu'à ce qu'il gagne. Est-ce vraiment si facile de battre une moto? Lorsque je me suis approché de Centerville et du centre de traumatologie, mon esprit a recommencé à s'emballer. Comment pourrais-je empêcher Pam de me retrouver? Elle et Behemoth penseraient probablement que j'irais soit chez moi pour lécher mes blessures, soit au plus proche hôpital. Quand ils ne pourraient pas me trouver là-bas, ils chercheraient probablement plus loin si je finissais dans un lit normal au centre de traumatologie. Comment pourrais-je me protéger? Je continuais à réfléchir en ralentissant jusqu'à presque m'arrêter. Finalement, je me suis souvenu d'un ami qui possédait un terrain près de Centerville.
Il louait le pâturage et le vérifiait rarement, donc cela pourrait être l'endroit parfait pour moi. Je me suis dirigé vers ce que je pensais être son petit ranch. L'endroit avait été abandonné pendant des années, mais la vieille ferme et la grange étaient toujours debout, entourées de grands arbres. Je suis entré et j'ai garé mon camion derrière la grange. J'ai laissé mon portefeuille et ma carte d'identité dans la cabine, plaçant mes clés sur la roue arrière, où elles ne seraient pas faciles à repérer. Ça faisait mal de marcher, mais je devais m'éloigner du camion. Une fois que j'aurais passé l'appel d'urgence, la police locale serait à la recherche de mon camion. J'ai parcouru environ 1 mile avant que la douleur et le manque de souffle deviennent insupportables. Je me suis assis au bord de la route en gravier et j'ai sorti mon téléphone portable. J'ai composé le numéro d'urgence en chuchotant quand l'opérateur a répondu « Aidez-moi! J'ai été enlevé et je me suis réveillé sur le bord de la route. Je ne sais pas où je suis. S'il vous plaît, envoyez de l'aide. » À part mentir sur ma localisation, tout le reste que j'ai dit était vrai. J'avais vraiment besoin d'aller à Centerville. Aidez-moi. L'opérateur a essayé de me faire trouver des repères, mais j'ai juste laissé le téléphone tomber à mes côtés. Je savais qu'ils pouvaient me localiser via le GPS de mon téléphone. Tout ce qu'ils avaient à faire était de le pinger, et ils obtiendraient une position assez précise, à moins que je ne sois à la limite de la zone de couverture. J'ai chuchoté que j'étais sur une route en gravier, mais il n'y avait pas de panneau pour donner plus de détails. Je me suis ensuite allongé pour me reposer. Je dois avoir sombré dans le sommeil ou perdu connaissance, car la prochaine chose que je savais, c'est que quelqu'un se penchait sur moi. Au début, je ne pouvais pas dire qui c'était. Est-ce que Behemoth ou l'un de ses acolytes m'avait trouvé? C'était définitivement un homme, donc ça ne pouvait pas être Pam. De plus, j'avais détruit sa voiture, donc à moins qu'elle n'ait un autre moyen de transport, ce n'était pas elle. Il commençait à faire jour. L'aube ne pouvait pas être loin, mais quel jour étions-nous? Ma voix n'était encore qu'un murmure. Le choc, combiné au fait de ne rien avoir à boire depuis qui sait combien de temps, a aggravé la situation. Je m'appelle Sam Adams, j'habite à Wilsonville. J'ai 40 ans et je suis allergique à la pénicilline. Bien sûr, personne ne pouvait contester mes affirmations sans pièce d'identité, et l'homme qui posait les questions ne le savait pas. Je devais juste m'en tenir à mon histoire. Je lui ai dit que j'avais dû être agressé, assommé et abandonné ici. Je lui ai demandé quel jour nous étions. J'ai presque soupiré de soulagement quand il est devenu clair que je n'avais pas été inconscient pendant plus d'une journée. Bientôt, une ambulance est arrivée et j'ai été emmené au centre de traumatologie. Le paramédic à l'arrière avec moi a commencé une perfusion et m'a donné quelque chose contre la nausée et la douleur. Je ne me suis pas beaucoup plaint, sauf quand la civière a heurté une bosse. Nous étions au centre de traumatologie en quelques minutes. Une gentille infirmière a soigneusement lavé le sang séché de mon visage et le médecin a fait des tutus en voyant mes blessures. Je me suis en tenu à l'histoire que j'avais été enlevé, assommé et abandonné dans une zone rurale. Je leur ai dit que mon portefeuille était manquant, donc je n'avais pas de pièce d'identité. J'ai donné une date de naissance qui combinait l'anniversaire de ma mère avec l'année de naissance de mon frère. Je pouvais facilement me souvenir de ce mensonge. La date de naissance me ferait 36 ans au lieu de 40, mais je pensais qu'il s'en moquerait puisque j'avais été inconscient plusieurs fois depuis l'agression. Bientôt, un policier est entré et a commencé à m'interroger. Je lui ai donné le nom d'une ville voisine où l'enlèvement aurait soi-disant eu lieu. Il y avait plein de petites villes autour de Centerville, donc ce n'était pas difficile de trouver quelque chose. Mais quand il a demandé mon adresse, j'ai réalisé que je devrais inventer un autre mensonge. Trop de mensonges pourraient être difficiles à garder en tête. Je lui ai aussi dit que j'étais divorcé et que je n'avais pas de famille. Celui-là serait plus facile à gérer. Puis le policier a posé une question étrange. « Est-ce que vous conduisez une moto ?» Celle-là était facile à répondre, je n'avais pas besoin de m'inquiéter de la vérité. J'en avais une il y a de nombreuses années, ai-je dit, mais je n'ai pas possédé de moto depuis longtemps. Pourquoi demandez-vous? Ai-je ajouté, curieux. Nous enquêtons sur un accident, ou plutôt une série d'accidents à environ 20 miles d'ici, a expliqué l'officier. 2 motards ont été éliminés dans un accident, et 6 autres sont blessés, allant de fractures à des traumatismes crâniens critiques. Aucun des pilotes ne peut nous dire ce qui s'est passé. Nous avons des détectives qui enquêtent là-dessus parce que cela ne tient pas debout. Ces gars-là sont des motards hardcore, et des accidents comme celui-ci n'ont tout simplement pas de sens.
La théorie est qu'un gang de motards rival pourrait être à l'origine des accidents. J'ai secoué la tête en essayant de paraître aussi ignorant que possible. Je ne connais même personne dans un club de moto, ai-je répondu. Personne avec qui je travaille ne possède de moto ou ne fait des courses de poker. L'officier s'est penché en avant en m'étudiant. Avez-vous une idée de qui pourrait vouloir vous faire du mal? Non, ai-je répondu rapidement. Je suis divorcé, je vis seul. Je travaille sur un chantier de construction non syndiqué et nous n'avons pas eu de problème avec les gars du syndicat depuis un moment. Je sors pour une bière une fois par semaine et j'ai un problème d'alcool, donc je ne me laisse pas trop enivrer. La dernière fois, je ne me suis pas remis pendant 3 ou 4 semaines. C'était l'enfer de retrouver ma réputation. Mon ex-femme s'est remariée et semble bien se porter. Elle m'a probablement quitté à cause de mon alcoolisme. Je ne pense pas que son mari soit jaloux. Elle lui raconte probablement toutes les choses horribles que je faisais. L'officier est enfin parti et l'infirmière est revenue. Le médecin veut que vous restiez ici ce soir. Il s'inquiète pour votre fonction rénale. Il y avait un peu de sang dans votre urine. Vous avez aussi des côtes cassées qui ont besoin de temps pour guérir. Il n'y a pas grand-chose que nous puissions faire à ce sujet, sauf vous donner des médicaments contre la douleur pour que vous puissiez respirer correctement. J'ai hoché la tête et les ai laissés faire leur travail. Une fois qu'elle est partie, j'ai sorti mon téléphone portable et appelé mon frère Dave. Je sais qu'il est tôt, mais j'ai besoin d'aide. Dave est assez détendu, donc il a accepté sans poser de questions. Je lui ai expliqué ce qui s'était passé et où j'étais, y compris le faux nom à utiliser s'il venait me voir. « Que veux-tu en ce moment » a-t-il demandé. « J'ai besoin de mes affaires de la maison. Si tu pouvais organiser un déménageur qui ne posera pas de questions et t'assurer que cette femme n'interfère pas, alors mes affaires pourraient être déplacées dans un entrepôt. Peux-tu t'en occuper » Il n'a pas hésité. Ayant grandi dans un quartier difficile, il connaissait quelques gars qui connaissaient d'autres gars expérimentés dans les déménagements rapides. Je lui ai envoyé un texto avec la liste de ce que je voulais prendre de la maison. Je me fichais s'il devait forcer la porte. Ensuite, j'ai appelé un agent immobilier, un vieil ami du quartier. « Mike, j'ai besoin d'un petit service. Pas de problème, Charlie ?» Que se passe-t-il? La voix de Mike était calme comme toujours. Pam me trompe avec un motard. Je ne connais pas son nom, mais il traîne chez Mario, à la périphérie de la ville. Je ne suis pas trop inquiet à son sujet pour l'instant. Nous réglerons cela plus tard. Ce dont j'ai besoin, c'est de mettre ma maison en vente et de la vendre rapidement pour que Pam ne puisse pas faire emménager cet idiot chez moi. J'ai fait une pause un moment, essayant de garder ma voix stable. J'avais acheté la maison juste après notre mariage. Le crédit de Pam avait ruiné nos chances d'acheter une maison ensemble, donc l'hypothèque et le titre étaient à mon nom uniquement. J'avais toujours prévu de l'ajouter au titre, mais je l'avais remis à plus tard. Peut-être qu'au fond de moi, je savais que ce jour viendrait. Bien sûr, elle avait droit à la moitié, mais nous n'étions pas encore allés au tribunal et je prévoyais de rendre les choses aussi difficiles que possible pour elle. « D'accord, Charlie, je comprends, » dit Mike d'un ton sérieux. « Mais que se passe-t-il si Pam est à la maison quand j'arrive pour faire l'évaluation du marché et mettre le panneau ?»« En ce moment, elle n'est qu'une locataire, » répondis-je. « Elle n'a pas son mot à dire sur la propriété. » Mike resta silencieux un instant, puis demanda « D'accord, mais comment dois-je gérer cela si elle est là ?» Je réfléchis un moment. « Je pense que tu devrais agir en tant que mon gestionnaire locatif. Apporte-lui un contrat de location mensuel et dis-lui qu'elle doit maintenir la propriété en bon état pour la vente et être prête pour les visites. Fais-lui bien comprendre que si elle ne signe pas, elle sera expulsée. » Mike rit, bien que ce ne fût pas exactement un son joyeux. Je ne pense pas qu'elle soit assez intelligente pour se battre jusqu'à ce qu'elle ait un avocat, et je ne pense pas qu'elle le fera avant d'être convoquée. Je lui parlais des déménageurs qui arriveraient bientôt. Il rit et dit qu'il prendrait une nouvelle serrure pour la porte qui aurait été forcée. Après cela, je fus déplacé dans une nouvelle chambre, on me donna le petit déjeuner et je réussis à dormir un peu. Je ne prévoyais pas d'appeler un avocat tout de suite, je la laissai mijoter pendant quelques jours. Dave me rappela plus tard dans l'après-midi. « Charlie s'est tout fait, dit-il d'une voix calme. Les gars sont allés, ont pris ton fauteuil inclinable, ton micro-ondes, ta machine à laver et ton sèche-linge, le lit d'amis, tes outils et ton coffre à outils, et tous tes outils. Ils ont même pris toute la vaisselle, les casseroles et les ustensiles,
même si tu ne les avais pas demandés. Il voulait juste rendre les choses aussi inconfortables que possible pour Pam. Je soupirai en me frottant la tempe. Et le lit de la suite principale? Dave hésita un moment. Eh bien, un peu d'eau de javel s'est renversée dessus. Je ne pense pas qu'il soit récupérable. La pièce pourrait avoir besoin de quelques jours pour aérer. Je ne pouvais m'empêcher de rire, bien que cela tordît quelque chose en moi. Était-elle là? Ils ne l'ont vue nulle part, répondit Dave. Je pense qu'ils espéraient une confrontation. Tu sais, les gars, ils n'aiment pas les sorcières. J'étais d'accord, bien que mon ton fût plat. Il a terminé l'appel en me disant qu'il viendrait me chercher quand je serais libéré. Maintenant, tu te demandes peut-être comment je gérais les finances. Avait-elle le temps de vider les comptes? Eh bien, je n'ai pas mentionné que je suis comptable. Un bon comptable. Certains de mes clients viennent du vieux quartier et traitent, disons, des revenus moins que légaux. Je m'assure que leur argent a l'air propre pour l'IRS. J'ai également seulement permis à Pam d'avoir accès à son compte personnel et à un compte joint. Je dépose régulièrement de l'argent sur le compte joint, mais elle ne pouvait pas toucher au compte d'épargne ou d'investissement. Bien sûr, je devrais le partager avec elle plus tard, mais pas avant qu'un juge ne décide. Pour l'instant, elle ne pouvait compter que sur son salaire de caissière, à moins que Behemoth ne couvre ses dépenses. J'ai vérifié les soldes des comptes. Elle avait retiré tout l'argent disponible du compte joint. Pas de problème. J'avais encore mon propre compte où mon salaire était versé, et il n'était même pas à la même banque. Vers 6 heures du soir, Mark m'a rappelé. Je ne savais pas qu'il n'aimait pas Pam jusqu'à ce qu'il me raconte ce qui s'était passé. Charlie, ta femme était un peu contrariée quand je suis arrivé chez vous tard cet après-midi, commença Mark Impa. Apparemment, la porte d'entrée était grande ouverte quand elle est rentrée et des affaires manquaient. Elle a été polie au début, mais quand j'ai sorti la nouvelle serrure et commencé à remplacer l'ancienne, elle ne l'a pas très bien pris. Elle n'était pas contente quand j'ai mis la clé dans une boîte sur la porte et que je l'ai sécurisée. Je grimaçais à cette pensée. Au fait, tu vas avoir besoin d'une nouvelle porte d'entrée. Celle-ci est trop endommagée et pourrait nuire à la vente, ajouta Mark Impa. Je riais malgré moi, mais c'était le médicament contre la douleur qu'on m'avait donné qui aidait vraiment à soulager l'inconfort. A-t-elle eu des problèmes avec le fait qu'elle soit maintenant locataire et doive payer un loyer? Demandai-je. Mark a ri amèrement. Oh oui, ça a été un vrai flop. Quand je lui dis que la maison était à vendre, elle a presque perdu son calme. Elle m'a crié de partir. Je lui dis que j'étais le nouveau gestionnaire locatif et que seul le propriétaire pouvait me faire sortir des lieux. Ensuite, je lui ai remis le bail à signer. Naturellement, elle a refusé et a continué à demander où tu étais. L'as-tu bloqué? Elle n'arrêtait pas de dire que tu ne répondais pas à ses appels. Je ne pensais pas que tu voudrais qu'elle sache où tu es et honnêtement, je ne le sais pas non plus. Je grognais. Eh bien, ça n'a pas vraiment aidé sa situation. Zut, dit Mark, sa voix débordant de sarcasme. L'as-tu informée qu'elle serait expulsée si elle ne signait pas le bail? Demandai-je. Oui, répondit Mark. Mais tu sais comment certaines personnes pensent qu'elles savent mieux que tout le monde. Je lui ai donné 24 heures pour signer ou je lui enverrai l'avis d'expulsion. J'espère qu'elle ne signera pas. Si elle ne le fait pas, elle sera dehors dans les 30 jours, Pon. Je connais quelques adjoints du shérif qui ne supportent pas les épouses infidèles, et ils seront heureux de l'aider à déménager, même si c'est juste jusqu'au trottoir. Après avoir raccroché, j'ai vérifié mon téléphone, bien que j'étais un peu dans le flou, et j'ai réalisé que j'avais en fait bloqué son numéro Pon. Il y avait plusieurs appels manqués commençant vers minuit la nuit dernière, ainsi que plusieurs textos. Au lieu de les supprimer, j'ai décidé de les garder au cas où mon futur avocat en divorce en aurait besoin, ainsi que les messages vocaux. J'ai réussi à bien dormir cette nuit-là, probablement grâce aux médicaments contre la douleur, mais j'aime penser que l'idée de rendre Pam mécontente a aidé plus que le médicament. Le lendemain matin, le médecin est passé, je devais être libéré. Ma fonction rénale s'était améliorée et ma respiration était stable, mais je n'allais pas courir pendant un certain temps. Il a été très clair à ce sujet. J'ai promis de prendre soin de moi et bien sûr de ne pas me faire enlever à nouveau. Lorsque Dave est arrivé, j'avais déjà corrigé mon nom pour les admissions et appelé le bureau pour m'assurer qu'ils avaient transmis les détails de l'assurance à l'infirmière, puisque je n'avais toujours pas mon portefeuille. Dave m'a emmené à mon camion et nous sommes retournés dans notre ville natale. Je n'allais certainement plus l'appeler ma maison, puisque maintenant j'étais sans abri. Une fois arrivé en ville, j'ai au moins fait un point avec le travail. Mon patron était furieux que j'ai disparu pendant des jours.
Il s'est calmé quand j'ai expliqué que j'avais été enlevé, frappé et laissé sur le bord de la route pour mourir. Il voulait aussi savoir qui aurait pu vouloir me faire du mal. Il a mentionné que Pam avait essayé de me retrouver. Je suis sûr qu'il n'a pas apprécié mon rire sec quand je lui ai dit qu'elle pouvait aller au diable. Il avait probablement envie d'être avec Pam et honnêtement, si sa femme était d'accord, ça ne me dérangeait pas. J'ai organisé pour prendre quelques jours de congés supplémentaires puisque c'était une période calme au travail avec les rapports trimestriels terminés et la saison des impôts encore loin. J'ai rapidement trouvé un appartement près de mon bureau. L'économie locale n'était pas géniale, mais cela rendait le logement plus abordable. J'ai signé un bail d'1 an, payé les dépôts nécessaires et fait transférer l'électricité et le gaz à mon nom. J'ai également appelé la compagnie de téléphone portable, changé mon forfait en mensuel et organisé la coupure du téléphone de Pam dans quelques jours. Cela me donnerait le temps de l'informer qu'elle était seule. Après cela, je suis allé dans un magasin de location de meubles, j'ai choisi un canapé, un ensemble de chambres à coucher, puis acheté des casseroles, des poêles, de la vaisselle et des ustensiles. Je savais que les amis de Dave avaient tout pris, mais je pensais pouvoir le rendre à Pam si elle le demandait. J'ai appelé Dave et fixé un rendez-vous pour que les déménageurs apportent mes affaires. Je me suis assis dans mon nouvel endroit, téléphone à la main, et j'ai composé le numéro de ma future ex-femme. À ma surprise, elle a répondu au premier son de la sonnerie. « Allô, c'est toi, Charlie? À moins que quelqu'un n'ait volé mon téléphone, ça doit être toi. Pourquoi dois-tu être si insultant? J'ai rétorqué. Où es-tu? Et pourquoi n'es-tu pas rentré? Es-tu si stupide? » A-t-elle répondu d'un ton froid. Je me suis arrêté dans un bar pour prendre une bière et je t'ai vu avec ton nouvel amant. Je n'ai même pas essayé de te confronter. Après la façon dont tu m'as traité ces derniers mois, il était évident que tu avais trouvé quelqu'un de nouveau. J'étais juste payeur de factures pratiques. J'ai essayé de partir, mais ton petit ami m'a arrêté. Il m'a frappé pendant que tu restais là à rire. J'ai dû ramper pour m'éloigner, et j'ai fini à l'hôpital pendant quelques jours, me demandant si mes côtes ou mes reins survivraient à son attaque. Et tu me demandes pourquoi je ne suis pas revenu à la maison? Es-tu vraiment si dérangé? Pourquoi voudrais-je me mettre près de toi pour que ton nouvel homme puisse me frapper à nouveau? Veux-tu que je meure? Elle a commencé à débiter un flot de paroles insensées, mais je l'ai interrompue. « J'espère que tu enregistres ça, » ai-je dit d'une voix froide. « C'est ça que tu as prévu. Me faire éliminer, puis raconter une histoire. Peut-être que j'étais jaloux de ta relation innocente avec cet idiot. Ensuite, tu obtiens tout. La maison, mon argent, ma pension et mon assurance vie. Bravo. Dommage que j'ai ruiné ton petit plan. Il y a eu une pause et j'ai entendu commencer à pleurer. J'ai besoin que tu rentres à la maison. Tout va mal, sanglota-t-elle. La maison est à vendre. Des affaires ont disparu. Je pense que quelqu'un est entré avant que je rentre et a volé des choses. J'ai ricané, un amusement sombre dans ma voix. Oui, quelqu'un que je connais est entré et a pris mes affaires ainsi que certaines choses dont j'avais besoin pour installer mon nouveau chez moi. Je serai prêt d'ici demain. Ça craint pour toi, mais je suis sûr que ton nouvel homme sera là pour te soutenir. Elle était presque frénétique maintenant. Comment peux-tu être si cruel? Ce realtor m'a dit que je devais payer un loyer. Pourquoi dois-je payer un loyer pour notre maison? Ce n'est pas juste. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de sa stupidité. Oui, j'ai vraiment ri au téléphone, ai-je dit. Que s'est-il passé entre nous? Es-tu vraiment si déconnecté ou penses-tu que c'est moi qui suis idiot? Tu as décidé de me traiter comme une ordure et de commencer une relation avec un sale type avant même de me quitter. Tu as dépensé mon argent pour de nouveaux vêtements et tu es sorti boire avec lui. Cette nuit-là n'était pas la première fois que tu étais avec lui. Tout le monde savait qui tu étais et à qui tu appartenais. Puis tu es resté là à rire pendant qu'il me frappait à mort. Si j'avais fait le moindre bruit en me réveillant, il aurait terminé le travail, je n'en doute pas. J'ai marqué une pause avant de porter le coup final. Tu embrasses mon derrière. Tu es maintenant une locataire et Mike est le propriétaire. Ne me parle pas de loyer, paie-le ou sors. Elle était silencieuse un moment avant de demander. Mais j'ai besoin d'argent, il ne reste plus rien sur le compte courant. Il n'y en aura pas, ai-je répondu. Je continuerai à payer les services publics jusqu'à ce que la maison se vende, mais tu paieras le loyer avec ton salaire. Tu as un emploi, arrête de dépenser pour du maquillage et des vêtements pendant un moment. Tu as assez de choses pour t'en sortir, ou mieux encore, fais en sorte que ton petit ami te paie. Sa voix a craqué en répondant « Mais tu es mon mari, tu étais censé prendre soin de moi. » Ouais, j'ai répliqué. Et en tant que ma femme, tu étais censé applaudir pendant que ton amant et ses amis me frappent. Je suppose que nous perdons tous les deux, hein? Il y a eu une pause au bout du fil. Enfin, elle a demandé
Et pour une voiture, ma voiture est hors d'usage et j'ai besoin d'un moyen de me rendre au travail. Je n'ai pas pu résister. Appelle ton petit ami. Tu peux monter à l'arrière de sa moto. Tu es déjà habitué à chevaucher quelque chose qui lui appartient. Elle a répliqué rapidement. Il est à l'hôpital avec une blessure à la tête et plusieurs os cassés. Il te poursuivait quand tu as freiné. Il s'est écrasé au sol et a atterri sur la tête. Karma, je suppose. Dommage qu'il ne soit pas mort. J'ai ressenti une satisfaction malsaine. Dis-lui que je garderai un œil sur lui. Si je le vois en premier, je le literai. Sinon, je porterai mon outil et tirerai au lieu de parler. Les excuses continuaient d'affluer. Enfin, je lui ai dit d'aller se faire voir et de mourir, puis j'ai raccroché. Son numéro était toujours bloqué, donc je n'avais même pas besoin d'éteindre mon téléphone. J'ai essayé de dormir, honnêtement je l'ai fait, mais sans lit et avec trop de douleur pour m'allonger sur le sol, je n'ai pas pu. J'ai finalement quitté l'appartement et j'ai réservé un motel décent juste pour pouvoir me reposer dans un vrai lit. Ça m'a coûté tout ce que j'avais pour me lever le lendemain matin. Mon Dieu, j'espère guérir vite. Je me demande si les boxeurs se sentent aussi mal après avoir combattu 10 rounds contre quelqu'un d'aussi dur ou plus dur qu'eux. J'ai pris un petit déjeuner rapide et je suis retourné à l'appartement. Avant longtemps, l'équipe de dev avait déchargé toutes mes affaires et les avait installées. Je leur ai donné à chacun 100 de dollars supplémentaires pour leur peine. Après ça, le magasin de location a livré le canapé et d'autres articles. Je leur ai également donné un pourboire. Je devrais bientôt aller à la banque pour avoir un peu d'argent de poche. J'aime garder quelques milliers en espèces cachées quelque part de facile d'accès. Je ne suis pas un saint et quelqu'un pourrait un jour s'intéresser à ma comptabilité pour certains clients moins que légaux. Donc, j'ai mon sac d'urgence prêt. Et oui, il n'est pas dans ma maison précédente. Je me suis assis dans mon fauteuil familier et j'ai commencé à penser à mon avenir. Devrais-je rester discret un moment ou simplement continuer mes affaires comme d'habitude et faire comme si tout allait bien? Quand devrais-je prendre la décision de divorcer de ma femme infidèle? Devrais-je la faire patienter un peu plus longtemps? Ou devrais-je agir comme si nous pourrions nous remettre ensemble et ensuite la quitter? Non, la dernière option était inutile. Elle passerait juste à autre chose, à Behemoth ou à qui que ce soit qui le remplacerait. Peut-être que je vais la garder dans le flou jusqu'à ce qu'elle soit enfin assez intelligente pour engager un avocat. Dans notre État, la raison du divorce n'affecte pas le résultat. Alors, à moins qu'elle n'aille en prison pour ce que son petit ami m'a fait, aucun juge ne se souciera de la raison pour laquelle nous nous séparons. Ils vont juste diviser ce qui est de notoriété publique, et elle obtiendra au moins 50% de tout. Le reste sera à moi. Alors, comment puis-je rendre sa vie un peu plus misérable? J'ai besoin de ma rétribution. La fête est finie, et maintenant elle devra se débrouiller seule. J'espère que la maison se vendra rapidement. Je l'ai mise à un prix pour qu'elle parte vite même dans ce marché. Son petit ami est à l'hôpital, et je ne sais pas à quel point ses blessures sont graves, mais j'espère qu'il ne se remettra pas complètement et qu'il finira avec des lésions cérébrales, nourri par une sonde pour le reste de sa vie misérable. Et il en va de même pour tous ses copains qui étaient impliqués quand il m'a frappé. Ils doivent tous souffrir pour ce qu'ils ont fait. Est-ce que j'attends que ses amis viennent lui rendre visite? Oui, ils essaieront finalement de réparer ce qu'ils croient être une injustice à leur égard. Je suis allé à l'endroit où les déménageurs ont placé mon coffre à outils et j'ai sorti mon juge. Il ne contient que 5 cartouches, mais peut tirer à la fois des 45 long Colt et des cartouches de Tiatre 110. Je l'ai chargé avec des balles de 410 capables de percer un mur en béton. J'ai décidé de l'emporter avec moi, tant dans l'appartement qu'à l'extérieur, avec des cartouches supplémentaires dans mon sac de jambes. Je me suis assis et j'ai réfléchi un moment. La meilleure défense est une bonne attaque. Alors quelle est la suite? Qui devrait payer pour l'infidélité de ma femme? J'ai choisi d'attendre et de voir ce qui se passerait ensuite. Les quelques jours suivants ont été calmes. Je suis retourné au travail en gardant le juge sur moi, juste au cas où. Puis le nouveau numéro de Pam a commencé à m'envoyer des messages. Elle pensait que nous avions juste eu une petite dispute, mais quand j'ai demandé à propos de Behemoth, elle a agi comme si elle était confuse. J'ai insisté en demandant à propos de son ami motard, et elle a finalement dit que Steve allait mieux, mais qu'il pourrait ne plus marcher ni rouler. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Steve ne suscite pas la peur, mais Grizzly. C'est un nom que je peux respecter. Elle voulait toujours savoir quand je rentrerais chez moi, ce à quoi j'ai répondu jamais avant de raccrocher et de bloquer son numéro. Quelques jours plus tard, un motard a essayé de me suivre depuis le travail. Avec ses vêtements en cuir et sa longue barbe, il se distinguait dans le quartier des affaires. J'ai pris quelques virages serrés pour le perdre dans la circulation, laissant quelques conducteurs frustrés dans mon sillage.
J'ai gardé le juge à portée de main, juste au cas où. Le lendemain, un autre motard tout aussi conspicueux a essayé de me suivre. Je l'ai conduit chez Pam, sachant qu'il ne savait probablement pas où c'était. Après qu'il soit passé, je me suis retourné et je suis rentré chez moi, espérant passer une nuit plus calme. Mes contusions guérissaient, mais elles avaient encore l'air mauvaises. Le lendemain matin, 2 flics sont passés à mon travail pour me demander où j'étais la nuit précédente. Je n'avais pas d'alibi et j'ai été surpris quand ils ont mentionné que la maison de Pam avait été vandalisée. Ils avaient prétendu que c'était moi qui l'avais fait, mais j'ai rapidement souligné que dégrader la maison ferait baisser son prix de vente. Ce que je ne ferais pas en essayant de vendre. Je leur ai dit la vérité. Elle avait une liaison avec Steve, l'homme qui m'avait mis enceinte. S'ils enquêtaient, ils devraient lui parler. Les agents semblaient reconsidérer. Ils ont mentionné des rapports de motos bruyantes devant ma maison la nuit précédente et ont convenu de vérifier l'histoire de Pam. J'ai expliqué que j'étais brièvement passé chez Pam pour récupérer plus de mes affaires et que quelqu'un avait peut-être suivi, supposant que j'y vivais encore. J'ai également veillé à mentionner que la maison avait été vandalisée et que Pam aurait besoin d'une assurance locataire maintenant. L'un des agents a ri. Ça ne pouvait pas arriver à une personne plus sympathique. Je lui ai parlé hier, ai-je dit. Elle refuse toujours de signer le contrat de location. Je passerai avec un agent et lui ferai savoir qu'elle est responsable de garder la maison en état habitable une fois les dégâts réparés. Je suppose que tu n'es pas à l'origine de son malaise? Non, a répondu l'agent. Je n'ai rien à voir avec ça. Quelques motards, probablement des amis de Behemoth, ont essayé de me suivre. Hier, j'en ai conduit un devant la maison de Pam. Je suis sûr que les dégâts étaient un cas d'identité erroné. La police enquête et a des questions pour son petit ami Steve. Il a encore ri, puis j'ai été interrompu par un appel inconnu. J'ai vérifié l'affichage. Pam, j'ai répondu en me préparant au pire. « Que veux-tu » a-t-elle répliqué. « Pourquoi essaies-tu de m'attirer les flics? Pourquoi voudrais-je endommager une propriété que j'essaie de vendre? Tu es sous quelque chose ?» Son agressivité m'a pris au dépourvu, mais j'ai rapidement retrouvé mon calme. « Je pensais que tu serais plus intelligente que ça, Pam. Tu m'accuses maintenant de vandalisme. » Il y a eu une pause suivie du bruit de sa déglutition nerveuse. Son ton s'adoucit. « Charlie, je suis désolé. Quand tu étais en colère contre moi, je pensais que tu avais peut-être causé des dégâts. Après le départ des flics, j'ai appelé Steve. Il a admis que certains de ses amis pourraient chercher à se venger. Tu as blessé beaucoup de gars et abîmé leur moto. Je ne pouvais pas retenir ma frustration. J'ai blessé quelqu'un. C'est moi qui ai été mise KO après que ton idiot de petit ami m'ait touché. Je ne sais pas comment tu peux dire que j'ai blessé qui que ce soit. J'étais à l'hôpital. » La voix de Pam a tremblé, mais elle a continué. « Steve et sa bande pensent que c'est toi qui les as fait sortir de la route. Ils essayaient juste de t'empêcher d'aller voir les flics. Tu n'avais pas besoin de blesser qui que ce soit. »« Jésus !» ai-je murmuré. « Tu t'entends? C'est moi qui ai mis quelqu'un... » Ton petit ami avait des gens qui attendaient pour me finir quand je me suis réveillé. Tu es resté là à l'encourager. Et maintenant, ses amis ont saccagé ta maison. Et tu essaies de me le reprocher? Continue à prendre ces pilules stupides. Tu vas bientôt te retrouver à faire des tours pour un monstre. Elle a commencé à protester, sa voix montant en colère, me blâmant pour tout. Tais-toi et écoute, l'ai-je interrompu. Mike viendra aujourd'hui pour évaluer les dégâts pour la réclamation d'assurance. Je n'assure la propriété qu'en tant que location maintenant, pas en tant que maison privée. Tu auras besoin d'une assurance locataire, mais c'est notre maison, pas une location. Pourquoi fais-tu ça? Demanda-t-elle, sa voix teintée de confusion et d'incrédulité. Je devais prendre une respiration. Quelle partie de ton infidélité et de ton abandon de notre mariage ne comprends-tu pas? C'est de ta faute. J'étais heureuse de te soutenir, mais tu as choisi de commencer une liaison et de rester là pendant qu'il me frappait. Tu voulais que je sois blessé. Tout cela est de ta faute. J'ai terminé l'appel et essayé de me concentrer sur ma journée. Mes côtes me faisaient mal à force de respirer profondément pour me calmer. Mon visage me faisait mal à cause des abrasions en cours de guérison, et j'étais furieuse. En quittant le travail, un autre motard m'attendait. Il n'a pas essayé de se cacher. Il a juste suivi quelques voitures derrière moi. J'ai conduit vers Centerville, puis j'ai fait quelques virages serrés pour le sommet. Je me suis arrêté brusquement et j'ai tourné mon camion de côté, bloquant la rue. Je suis sorti. J'ai dégainé mon juge, et je l'ai levé juste assez pour montrer que je voulais en découdre, mais pas pour menacer sa vie. Il avait l'air malade, essayant de bluffer. « Hé monsieur, je ne sais pas quel est votre problème, mais je veux juste rentrer chez moi.
Pourquoi cet arrêt soudain et cet outil? Je l'ai interrompu. Vous me suivez depuis que je suis parti du travail. Nous sommes à 40 miles de l'endroit où vous pensez appartenir. Plus d'avertissement. Vous avez fait une erreur la semaine dernière et vous avez regardé Grizzly me frapper. Certains de vos amis ont payé pour cette erreur, d'autres sont encore en convalescence. La nuit dernière, vous avez vandalisé la maison de la petite amie de Grizzly en pensant m'avoir. Et maintenant, vous êtes ici tout seul, pratiquement en train de me supplier de vous laisser tomber comme une mauvaise habitude. À quel point pouvez-vous être plus idiot? Un coup de cet outil, vous serez allongé dans la rue, un énorme trou dans la poitrine. La vie s'échappant. Vous serez conscient juste assez longtemps pour savoir que vous êtes en train de mourir et qu'il n'y a rien que vous puissiez y faire. Il a commencé à bluster, mais s'est arrêté quand j'ai armé le juge. Je vous ai dit plus d'avertissement. Si vous survivez, j'espère que vous direz à vos amis à quel point je suis sérieux. J'ai déposé une ordonnance de protection contre vous et vos amis. Si cela va au tribunal, je plaiderai la légitime défense. Je ne pense pas que quelqu'un se souciera si j'en élimine quelques-uns. Peut-être que je recevrai même un prix humanitaire pour ça. Je me suis approché. Regardez autour de vous. Voyez-vous quelqu'un qui nous regarde? Les voisins ont probablement entendu votre moto, mais ne veulent pas s'impliquer. Pas de sirène. La police ne sait pas ou ne se soucie pas. Il a jeté un coup d'œil autour de lui. Personne n'était en vue, même s'il était tôt le soir. J'ai cliqué le cylindre, 2 coups. Il avait l'air encore plus terrifié. J'ai levé le juge et j'ai tiré sur son phare avec une cartouche de plomb de 410. Pas de pénétration, mais cela a envoyé un message clair. Maintenant, dégagez ce morceau de ferraille. Tournez-vous et rentrez chez vous. Il commence à faire noir et vous n'avez pas de phare. Je pourrais le suivre et je parie que tu ne t'en sortirais pas bien lors d'une collision nocturne. Il hocha la tête et tourna rapidement son vélo, s'éloignant comme un chien brûlé. J'attendis qu'il tourne au coin de la rue avant de me diriger vers le centre-ville, gardant un œil sur ses amis. Quand j'arrivais à mon appartement, je me garais derrière le bâtiment comme d'habitude, échangeais la cartouche vide contre une pleine et entrais. Fini le temps du gentil gars. Le reste de la soirée fut calme. J'espérais que ça resterait ainsi, mais la paix ne dura qu'1 mois jusqu'à ce que Steve sorte de l'hôpital. Une nuit, je rentrais chez moi en vérifiant mes rétroviseurs. Aucun signe de quelqu'un qui me suivait, alors je me détendis et me garai comme d'habitude. Après un repas surgelé et un peu de football, j'étais prêt à aller au lit quand il y eut un fort coup à la porte. Steve m'avait trouvé. J'allumai l'enregistreur vidéo de mon téléphone et appelai les urgences en expliquant que j'étais en danger. Le répartiteur pouvait entendre les cris et m'assura que de l'aide était en route. Je considérais ouvrir la porte, mais je ne voulais pas risquer que cela ressemble à un piège. Au lieu de cela, j'attendis qu'il force l'entrée. Quand il le fit, la porte s'ouvrit en un fracas, une charnière arrachée du cadre. Steve, souriant, entra en trombe. « Eh bien, petit imbécile, il est temps de payer pour ton erreur. » Il leva les mains pour frapper, mais ne remarqua pas l'outil dans ma main. Je me défendis en tirant 2 balles dans sa direction, visant à stopper son avancée. Ses mains tombèrent, et il tituba vers moi avec un air confus. Je l'esquivai et vis 2 autres motards entrer. Ils étaient là pour finir le travail, mais je ne leur laissais pas la chance. Je visais soigneusement et chaque tir neutralisa efficacement la menace sans escalade supplémentaire. Ces balles ont un grand pouvoir d'arrêt. Ce n'était pas comme dans les films. Il n'y avait pas de claquement dramatique contre la porte, juste des corps qui tombaient et gémissaient. J'appelais à nouveau les urgences en leur demandant d'envoyer des ambulances. Alors que je rechargeais le juge, je commençais à entendre des sirènes et le rugissement de motos. Il semble que les amis de Steve ne voulaient pas rester pour un interrogatoire. Les 2 motards que j'ai abattus étaient encore en vie, respirant et se tordant de douleur, probablement cachés dans l'abdomen. Steve semblait gravement blessé, luttant pour respirer tout en se tenant la poitrine. Il n'était pas vaincu. Murmure encore des malédictions. Espèce de trou, pourquoi n'es-tu pas mort quand je t'ai frappé? Elle m'appartient maintenant. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit de te dire que j'éviterais de te croiser, mais si tu venais après moi, je te mettrais hors d'état comme un chien enragé. Clairement, tu n'as pas appris ta leçon. J'espère que tes amis le feront avant que je m'occupe d'eux. Tu penses être dur? J'ai éteint l'enregistreur de mon téléphone puis me suis penché près de son oreille. J'ai des amis qui ne diront rien. Ils feront juste disparaître toi et tes copains. Personne ne saura où vous êtes allés.
Les familles se demanderont, mais il n'y aura pas de réponse. Juste un trou dans le sol. Les yeux de Steve se sont voilés, et il a pris son dernier souffle avant que je puisse dire quoi que ce soit d'autre. Les flics sont arrivés et j'ai veillé à montrer que je n'étais pas une menace en m'agenouillant sur le sol avec le juge ouvert, des douilles devant moi, les mains derrière la tête. Le premier officier a gardé son arme sur nous pendant que j'étais menotté. Ils ont menotté les 2 autres motards, même s'ils n'étaient pas une menace à ce moment-là. Une rapide fouille a trouvé des couteaux et des outils sur les motards, et Behemoth portait des coups de poing en laiton lorsqu'ils ont examiné son corps. Les ambulances sont arrivées et les 2 motards, pâles, ont été transportés d'urgence au centre de traumatologie. Les flics m'ont interrogé après avoir lu mes droits Miranda. J'ai demandé qu'ils contactent un avocat que je connaissais et j'ai donné ma déclaration sans retenir quoi que ce soit. Ils ont pris mon téléphone, horodaté l'appel d'urgence et trouvé des photos de mes blessures et des messages de Pam. Je savais que le procureur aurait beaucoup de preuves. J'ai été inculpé d'homicide involontaire, d'agression et de possession d'armes à feu. Un détective a averti que d'autres accusations pourraient suivre. Mais une fois que mon avocat est arrivé, les questions se sont arrêtées. Le lendemain matin, j'ai été libéré sous caution. La presse avait déjà tourné l'histoire en ma faveur et le procureur avait reçu des appels demandant ma libération. Bien que des accusations soient toujours en cours, je ne m'inquiétais pas. J'avais des amis qui m'armeraient à nouveau si nécessaire. Le procureur m'a également dit que Pam changeait de version, prétendant que Steve était venu pour faire la paix et qu'il m'avait demandé d'être son comptable. J'ai ri. Le procureur a dit que les enregistrements racontaient une histoire différente et qu'il espérait que la violence diminuerait. Je n'ai fait qu'acquiescer en partant. Pam m'attendait dehors. « Espèce de boucher, comment oses-tu liquider mon homme? Il est juste venu enterrer la hache de guerre. » Elle a essayé de me gifler, mais 2 flics étaient à proximité et l'ont rapidement menotté. Mon avocat a demandé à ce qu'elle soit accusée d'agression domestique et ils l'ont emmenée. J'espérais que le procureur jouerait l'enregistrement de l'effraction et de l'attaque pour elle, mais je doutais que cela la fasse taire. Comme mon appartement était toujours une scène de crime, Dave m'a emmené chez lui. Il était temps de mettre fin à cette histoire. Mon avocat a commencé les procédures de divorce avec Pam, puis est parti. Dave et moi avons eu un conseil de guerre sur les amis de Steve et sur la manière dont ils devaient apprendre les conséquences de leurs actes. Mes anciens amis aideraient à transmettre cette leçon. Première chose à faire. Le propriétaire de Mario's, le bar où tout a commencé, a soudainement vendu à un groupe d'investisseurs. L'endroit devait fermer et subir une grande rénovation. J'ai entendu dire que le nouveau thème serait un lieu pour les fêtes d'anniversaire d'enfants. Les motards allaient devoir trouver un nouvel endroit pour se rassembler, boire et faire tout ce qu'ils faisaient. Avant que Mario's ne ferme définitivement, quelques gars au look dur, qui n'ont pas fait d'effort pour cacher le fait qu'ils étaient armés jusqu'aux dents, sont entrés et se sont assis à la table utilisée par le club de moto pour leurs affaires. J'ai ensuite entendu que tout le monde à cette table est parti en sachant que toute nouvelle tentative de représailles contre moi serait considérée comme un problème pour mes amis. Quelques noms ont même été mentionnés. De vieux connaissances et partenaires d'affaires avec des réputations peu reluisantes. Je suis assez sûr que le message a été bien reçu. Cela a pris quelques semaines, mais finalement les charges ont été abandonnées. Pam a essayé de faire des histoires, mais le procureur a clairement fait comprendre que mentir à la police était un délit. Elle a donc finalement admis que Stevie n'essayait pas de m'engager pour quoi que ce soit. Il voulait juste me faire payer pour avoir blessé ses amis. Elle n'avait pas l'air désolée. Je suppose qu'elle pensait vraiment qu'elle l'aimait et qu'il ressentait la même chose. Cela m'a coûté la moitié de mes actifs connus publiquement pour la sortir de ma vie, mais ça en valait la peine. Et juste pour être clair, seulement mes actifs connus publiquement. Un petit oiseau m'a dit qu'une femme très désagréable avait rendu visite à Pam après l'audience finale, et Pam a décidé de déménager assez loin pour que nos chemins ne se croisent pas. Mon ami ne m'a pas donné tous les détails, mais il semble que la conversation ait impliqué une forte persuasion pour l'aider à comprendre ce qui devait se passer. Pam a même essayé de me poursuivre en justice à nouveau pour avoir caché des actifs, mais après cette visite, elle a rapidement réalisé que l'argent ne valait pas le coup. Je ne sais pas exactement ce qui a été dit ni comment cela a été dit, mais quoi qu'il en soit, elle a reçu le message haut et clair. Pendant que Pam vivait encore dans la maison, elle a été rapidement réparée. J'ai aussi payé pour quelques améliorations que l'entrepreneur avait promis d'augmenter la valeur de la maison. Oh oui, elle a payé le loyer comme je l'avais demandé. Je suppose qu'elle a réalisé que je ne rigolais pas.
Après que Steve ait payé le prix ultime et après le décret de divorce final et le déménagement de Pam, la maison a été vendue et je me suis assuré de déposer la moitié des bénéfices sur son compte. C'était le dernier de mes actifs connus. Et oui, j'ai récupéré mes outils. La police m'a donné un avertissement qu'ils gardaient un œil sur moi, mais j'ai juste souri et rechargé. Le juge, même après que mon ami anonyme ait envoyé un avertissement au club de moto, j'étais prêt à ce que quelqu'un essaie de me faire tomber. Certaines personnes ne semblent jamais apprendre leur leçon. Je travaille toujours dans la même firme de comptabilité et j'ai encore certains de mes anciens amis du quartier comme clients. Mon patron est content des revenus que je génère, donc il ne remet pas en question qui sont mes clients. Je garde aussi mon sac d'urgence caché quelque part, juste au cas où les choses commenceraient à devenir un peu trop chaudes par ici, surtout après avoir dû neutraliser un attaquant et blesser quelques autres. C'est incroyable comment quelque chose comme ça peut attirer l'attention de quelques policiers aiguisés, qui ajoutent des petits indices et des morceaux de preuves, jusqu'à ce qu'ils commencent à faire le lien. Récemment, mon patron m'a envoyé au Baja au Mexique. Un nouveau client a besoin d'aide pour comprendre comment nettoyer son argent sale et le transformer en revenus commerciaux légitimes. C'est un gars plutôt sympa, mais pour une raison étrange, il n'arrête pas de me demander si j'aime le ragoût. Et en ce qui concerne les rendez-vous, de temps en temps, je sors vraiment avec une vraie femme. La plupart du temps, j'ai quelques amis avec des avantages, mais les véritables amours de ma vie en ce moment sont les 2 nouveaux chiots bergers allemands que j'ai adoptés. Si tu te réveilles avec 2 petits chiots qui remuent la queue et te couvrent de bisous, tu sais que ta vie est plutôt géniale.